Ces pages que vous avez écrites sur la prison sont, je crois, les plus belles pages qu'on ait probablement jamais écrites sur la prison. Je voudrais vous demander quelque chose de très exceptionnel. Est-ce que vous pourriez, dans cette cellule, en lire un passage? Oui, je vais essayer. La prison, c'est d'abord une odeur. Quelque chose d'invraisemblable pour les olfactifs délicats. Un mélange. Rats crevés, pisse de chat, moisissures, merdes diverses, pieds douteux. Pendant des mois, des années, il faut se le respirer, le doux parfum. On n'arrive jamais à s'y habituer. On ouvre la fenêtre, on passe le nez entre les barreaux, on aspire profondément. La liberté est à 20 mètres. On prend une lampée d'avenir et après, il faut bien s'arracher, se remettre à tourner comme la panthère noire du zoo, se replonger dans le caca du châtiment. L'hiver, surtout quand on rentre le soir du palais de justice, abruti de fatigue, ça vous fait tout de même une drôle d'impression, ce hangar éclairé par de faibles lampes jaunâtres. Cette espèce de paquebot mort qui sent la pissotière. Ce froid. C'est aussi, je n'oublie pas, la prison des gueules. Des tas de gueules qui sont rassemblées là en vrac, comme dans l'antichambre de l'enfer. Des tronches de malédiction qui viennent de la nuit des temps. Qu'on ne croyait plus que c'était possible en plein XXe siècle aux abords de la ville lumière. Gueules rasées au couteau de cuisine, gueules de sournois, d'assassins blêmes, d'étrangleurs à la petite semaine. Gueules en lame de scie, en lame de couteau, gueules en lambeaux des quatre coins du monde, gueules sans yeux, sans dents, sans patrie, gueules d'ivrognes privés de pictons, de tueurs aux aguets, de traqués, de torturés, triturés par le remords d'avoir loupé la rentière. Mais ces tronches dont vous parlez, ces gueules dont vous parlez, je veux dire, on a l'impression que c'est pire que le reste. Je veux dire que c'est finalement l'enfer en prison, c'est les autres. C'est pas forcément... J'ai été dans une cellule avec un type qui avait tué une bonne femme, il avait coupé en morceaux, qui avait mis ça dans une malle et qui l'avait porté à la gare Saint-Lazare. Bon, il avait l'air, celui-là, d'un brave petit, mais enfin, c'est assez étonnant quand même. Vous vivez des mois avec un mec comme ça. C'est une expérience. On ne fait pas ça tous les jours. Au début, je suis dans une cellule avec un pianiste allemand qui, lui, a volé, a joué, etc., qui est un personnage qui a... Pathétique. Un peu pathétique et qui est foutu, quoi. Et il est là enfermé avec un énorme bonhomme qui était au Gabon et qui, un jour, a tué un noir à coups de poing. Alors donc, il est meurtrier. Et alors, ce qui se passe toujours dans ces endroits, c'est les confrontations de gens qui sont totalement différents. Il y a perpétuellement un dialogue de sourds. Si vous êtes dans une cellule, vous êtes trois macros, ils ont le même langage. Mais à partir du moment où vous avez des gens qui viennent d'origines différentes, de mentalités différentes, alors vous avez ces confrontations qui créent une espèce de comique. Non, mais dans le cas précis, c'était une confrontation terrifiante. Ah, c'était une confrontation terrifiante parce que le mec se levait, il pétait, il disait c'est la 9e symphonie de Beethoven. Alors, naturellement, l'autre souffrait rien qu'à entendre une chose pareille. Et c'était une énorme armoire à glace, velue et tout, il n'osait rien dire, mon chleu, là, il était dans son coin. Hein. C'était un type qui était anti-nazi, qui avait été pendant la guerre je ne sais plus quoi, en Suède, enfin rien. Un homme très cultivé. Et alors, ce qui se passait, c'est que quelquefois, on rencontre des gens de toutes sortes. Je veux dire, je ne l'ai pas connu en prison, mais par exemple, il m'a connu après, j'aurais pu être en prison avec Pouillon. Alors, si vous êtes dans une cellule avec Fernand Pouillon, le temps a passé d'une façon admirable. Mais si vous êtes avec le Gabonais qui pète, ou il y en a d'autres. Alors, j'avais aussi, je racontais dans la cerise, le mec qui s'installe sur la paillasse et puis qui fait le chauffeur d'autobus. Et toute la journée, il est là avec son volant. Et alors il vire, il engueule des gens imaginaires, il met son frein, il se lève pour le casse-dalle, il repart, il fait ça toute la journée. Alors on le regardait avec l'autre mec, on dit qu'est-ce qu'il est fondu ce type, il n'y avait rien à en tirer. Alors on ne pouvait pas savoir si c'était un vrai fou ou si c'était un type qui battait les dingues, parce que battre les dingues, ça veut dire mimer le fou pour avoir une atténuation
de sa peine, ou bien se retrouver carrément dans un asile d'aliénés, ce qui vaut mieux pour certains assassins que la guillotine. En ce temps-là, il y avait la guillotine. En face de la prison de Fresnes, dans ce célèbre estaminet, nous avons rencontré un compagnon de cellule d'Alphonse, Monsieur X, qui s'est bien réinséré, comme on dit. Comment est-ce que vous l'avez vu arriver pour la première fois? Ben, il sortait du mitard. Il sortait du mitard. On nous a foutus dans une cellule ensemble. Enfin, il est venu dans cette cellule, il sortait du mitard. Vous savez, à l'époque, on y allait assez facilement. Par exemple, si on vous trouvait avec un bout de journal, on n'avait pas le droit d'avoir de journaux, boum, allez hop, mitard. On vous trouvait, j'avais une lettre que j'ai essayé de passer. J'ai été piqué, balancé par un mec qui était dans ma cellule, et puis j'ai plongé au mitard pour 15 jours à cause de cette lettre que j'essayais de faire sortir. Il écrivait déjà à l'époque, hein, et je me souviens, je fabriquais, avec des boîtes de lait concentré, je fabriquais des loubardes, des lampes à huile assez géniales, et je pouvais lire toute la nuit ce qu'il écrivait dans la journée. De tout temps, ça a griffonné dans les prisons, parce que dès que des gens sont tout seuls comme ça, et s'ils ont un tant soit peu de savoir écrire, enfin, même cours élémentaire, ils écrivent des poèmes, ils écrivent leurs histoires, ils écrivent beaucoup. Et Alphonse écrit, il a le temps. Alphonse est enfermé à Fresnes depuis 3 ans. Tuberculeux, affaibli, mais toujours porté par l'envie d'écrire. Qu'écrivait-il, Alphonse? Cela intriguait ses gardiens, comme il est indiqué dans son dossier de détenu. Dossier retrouvé par le directeur de l'administration pénitentiaire de l'Île-de-France, M. Hubert Bonaldi. Lorsqu'il est arrivé au Centre national d'orientation, il a été dit que son aspect physique était très grand, pâle, teint du malade qu'il est ou qu'il a été. On le retient d'ailleurs pour un établissement pour soins, et notamment à Liancourt. On y ajoute un maigrissement. Alors par contre, sur les aspects intellectuels, on le considère intelligent. Écrit des romans. Et on trouve enfin, dans la conduite à prévoir, bonne conduite, avenir difficile à appréhender. Mais cette fois, l'écriture ne va pas lui réussir. Mes premières armes de plume étaient les suivantes, c'est que j'avais écrit des livres considérés à l'époque comme porno. Ça se vendait avec une couverture, avec une pin-up dessus, et puis il y avait des petites histoires légères. Extrait de prison, il est amené à la 10e chambre correctionnelle. Et après, moi, on me condamnait à 2 mois de prison ferme pour cette histoire de bouquin. Alors, il était dit dans les attendus que j'avais écrit, alors là c'est la première critique littéraire qui va arriver, j'avais écrit ce livre dans un but de lucre facile pour exciter les plus bas instincts des lecteurs, etc., etc. Donc 2 mois ferme, et je les ai faits. Je suis donc un martyr de la cause. Alors, je me suis dit quand même, j'ai vu mon avocat, là, le Lubari, dont je parle dans la série, je lui ai dit c'est pas possible, il m'a dit effectivement, il faut qu'on fasse appel. Alors, j'étais parti ensuite en sanat pénitentiaire à Liancourt. Un beau jour, on m'a véhiculé, on m'a ramené pour passer devant la 10 d'appel avec toujours la même histoire. Ici même. Et là, il s'est passé la chose suivante. Le procureur s'est levé. Il a dit, effectivement... Alors, on avait dit dans les attendus du premier procès que ce livre qui n'avait aucun intérêt, ni scientifique, ni littéraire, avait été écrit, etc. Alors là, on me juge et on confirme. Mais... nuance, on dit ce livre, qui n'est pas tout à fait dépourvu de qualité littéraire, a néanmoins été écrit, etc. Et boum, on me refile mes 2 mois. Et alors après, en sortant, les gendarmes qui m'accompagnaient me disaient « Mais où on peut le trouver, votre livre ?» Ils avaient été tellement aguichants qu'ils s'étaient dit « Tiens, je vais me marrer à lire ça, tu vois. » On peut le trouver en librairie, ce livre, maintenant? Ah non, plus du tout. Il a dû être détruit, et puis je ne tiens pas du tout à le voir figurer dans mes œuvres complètes. Alphonse est envoyé au sanatorium pénitentiaire après plusieurs hémoptysies, c'est-à-dire de terribles vomissements de sang. Il doit bientôt être opéré et c'est le début de son calvaire hospitalier qu'il raconte dans l'un de ses meilleurs livres. Il écrit « J'entre à l'hosto,
Je traverse la cour. J'ai la tête lourde et encore ce goût fade de sang dans le fond de la gorge. Ben oui, c'était à Bicêtre, ça, en 1952. J'ai commencé un périple assez important dans le circuit des hôpitaux et des sanatoriums de l'assistance publique. Et l'hôpital de ma circonscription, c'était Bicêtre. Alors sur le plan bâti, c'est pas mal, mais à l'intérieur, c'était quelque chose. Ça n'a pas l'air d'une grande modernité. Ben, il y a des bâtiments modernes maintenant, mais enfin, dans ce temps-là, il y avait les vieux d'abord. Autrefois, il y avait eu les bagnards qui partaient, je sais pas où, à Toulon ou à Brest. Enfin, c'était un endroit chargé d'histoire. Et on était dans d'immenses salles. J'étais là en médecine générale parce qu'il n'y avait pas de place pour un phtisique. C'était ça, j'étais en phtisiologie. J'ai commencé mon circuit de camélia, d'homme camélia. Et après, j'ai été dans différents autres hostos. Ce qui me frappe le plus quand je lis l'hosto, l'hôpital, c'est que... Bon, c'est une hostobiographie, on a dit. Oui. Ce qui me frappe, c'est que tout ce qui est raconté là-dedans est épouvantable et on rigole du début à la fin. Alors comment c'est possible ça? C'est possible parce qu'on peut avoir un naturel à ça et que je voyais les choses... quelquefois, c'était pas très marrant, puisque quand même, je suis passé sur le billard, j'ai eu des tas de douleurs, mais je me suis toujours efforcé de voir les choses autour de moi, peut-être avec mon œil habituel, comme ça, un peu ironique, et à les supporter de cette façon. Un exemple, parmi tous ces gens... Bon, ben, il y a l'exemple, beaucoup de gens m'ont parlé, ils ont été frappés dans l'hôpital, il y a le passage où j'étais à l'hôpital Necker, et j'étais dans une petite réserve, une espèce de box, où on me collait tout le temps des mourants. Et je suis resté là 1 mois et demi, et quand un mourant partait, on m'en remettait un autre. Il arrivait, il était dans un état lamentable. Alors, j'ai eu un premier qui avait eu... Alors, il y a des types vraiment, c'est épouvantable. Il y avait un bras en moins, une jambe en moins. Il disait rien, il râlait que j'ouvre la fenêtre, que je la referme, etc. Et autour de lui, venez le voir, le midi, 2 bonnes femmes qu'on sentait aux aguets de je ne sais quel héritage, et lui murmurait mon porte-monnaie, mon porte-monnaie. J'avais ce leitmotiv, mon porte-monnaie. Alors je disais, il y a une vie derrière. Moi, je pensais à tout ce qui avait pu se passer avant d'en arriver là. Puis alors après, j'ai eu un capitaine de Cosaque. Alors lui, ça c'était fabuleux, parce que c'était un énorme type. Alors là, c'était en médecine générale. Hein. Il ne mourait pas de tubardiste, cela. Il est mort du cœur, ce Cosaque. Et alors lui, il se levait. On ne disait rien du tout. On ne pouvait pas comprendre ce qu'il disait. Il a une grosse moustache, c'était Taras Boulba, il était chaud. Il se levait, on avait à ce moment-là, on nous donnait des chemises à l'administration pénitentiaire. Et il allait comme pour sortir. Alors, bon, je ne fais pas attention. Et paf, il chiait tout debout. Une énorme merde, mais vraiment comme une bouse fabuleuse. Alors je sonnais pour faire venir la chef. La chef était une conne fabuleuse qui nous fait mettre les pistolets pour pisser tous du côté droit. Et on passait votre pistolet, on l'avait tourné à gauche, tout le monde avait peur. Alors hop, à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Alors bon, on ramenait le pépère, on le nettoyait, on retirait la fiente et rebelote. Alors le lendemain, ça recommençait. Alors moi, dès que je le voyais lever, je sonnais. Je disais, ça va, je ne vais pas courir derrière son cul avec une pelle. Alors tous les autres malades venaient voir la scène. Alors j'ai vu ça. Alors ça, comment voulez-vous le décrire? Vous voyez, vous êtes en train de vous marrer pendant que je vous le dis. C'est pas drôle, il est mort le type. Alors, il s'est levé, boum, j'ai tombé dans sa mer, il était mort. Alors là, ils l'ont renveloppé. Alors les mecs arrivaient, alors là, il faut voir les gars qui viennent chercher les cadavres. Alors ils nettoient, salut bébert, ils se tapent un coup de rouge. Vraiment, on est dans une grande détente. Mais moi, on me mettait les rideaux, parce que quand il y avait un rideau autour d'un mec, ça voulait dire qu'il était cané. Alors j'étais enfermé avec le mort. Alors je me cassais dans l'hosto. Alors j'avais qu'une hâte, c'était de me barrer de là, pour aller dans un sana. Sana, c'était un petit peu mieux. On a l'impression qu'au sana, il y a 2 choses très importantes, le pinard et Radio Luxembourg. Il y a la radio qui gueule, parce que le mec, dès le matin, il a droit à la radio. Alors à 7h, il ouvre, et ça se met à gueuler. Et puis alors, évidemment, la course à la vinasse. Alors à l'hosto aussi. J'ai raconté au début de l'hôpital, ça c'est à Cochon, le légionnaire, à l'article de la mort. Alors on le surveillait, on dit bon... La surveillante disait attention, des fois on mettait déjà les 2 planches, il n'y avait plus qu'à foutre les autres. Alors, il retire la planche, le mec, et il se dirige vers un bocal d'alcool
dans lequel on nettoyait les thermomètres. Alors, il y avait le thermomètre de la salle, passé tous les jours, 2 fois par jour, où je filais le thermomètre, et ils étaient nettoyés là-dedans. Il a retiré les thermomètres, il s'est tout sifflé. Alors j'ai vu ça comme ça. J'étais en train de m'instruire, en train de lire je ne sais quel ouvrage de grande littérature. Je dis, merde, dis non. Pac. Puis il est retourné dans son lit, il est mort. Il est mort après, c'est une mort, comme une autre. Voilà. Comme toujours, Alphonse emmagasine les personnages. Et les portes du paradis s'ouvrirent devant le pécheur. Et il avança dans la lumière céleste. Et, ajoute l'Évangile, les saints et les bienheureux lui sourirent. Et un ange du ciel vint l'accueillir. C'est Huguette. Cet ange, c'était Madame Huguette Bidan, à l'époque chez Plomb. Alors, pour moi, c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est l'arrivée d'Alphonse Boudard sortant du sanatorium, de prison, arrivant dans un endroit tout à fait extraordinaire. L'éditeur du Général de Gaulle. Oui, la librairie Plomb, grande dame de l'édition française, abritait dans son catalogue, effectivement, des généraux, dont un grand qui n'était pas les moindres, abritait des gens d'Europe, des gens du clergé, des académiciens, et tout cela vivait dans une atmosphère extrêmement confinée. Dans les escaliers, il y en avait qui déambulaient moderato, hein, je disais ça. Et alors, Huguette avait repéré un académicien, il avait des traces sur son par-dessus, quoi. Et on dirait qu'il y a eu des escargots qui sont passés. Le mec, ah oui, c'est là, il était à l'Académie française, mais tu vois, tu pourras devenir un jour académicien. Alors oui, en fait, est-ce que c'est une éventualité envisagée, ça? Bah oui, mais alors moi, pour faire plus gai, je me ferais mettre des patins à roulettes, tu vois, pour circuler, parce que si je dois faire le petit train et faire marrer les jeunes écrivains, je dirais mieux à rester chez moi. Ce qui, me stupéfie, c'est comment Alphonse a pu atterrir ici. Ce livre nous a été apporté par la femme du président des directeurs généraux de l'époque, qui était Thierry de Clermont-Tonnerre. C'est une cousine à elle qui lui avait donné. Bon. Et c'était pas le manuscrit des Cloportes, c'était le manuscrit de ce qui sera plus tard les combattants du petit bonheur. Et ça a été lu par Robert Poulet et par Michel Tournier. Voilà. Et après leur bon rapport de lecture, ils ont décidé de méditer. Alors, ça s'est passé, j'étais encore à l'hosto, j'étais en train de me faire couper des côtes. J'étais à l'hôpital Marie-Lanne-Longue et j'ai vu arriver Madame Clermont-Tonnerre, c'était l'hiver, elle était en manteau de vison, je ne sais quoi, tous les loques-du autour, ils disaient qu'est-ce que c'est que ça, suivi d'un type de l'édition que tout le monde prenait pour un PD, il n'était pas PD, mais comme il était dans l'édition, ils ont tous un genre comme ça, et ils m'ont dit voilà, vous êtes un grand auteur, etc. Je me suis méfié. Oui, pourquoi? Bah, je me suis dit, il me raconte un peu des bobards. Et il voulait me méditer le livre qui s'appelle Les vacances de la vie, que j'avais écrit à Fresnes en 58. Et moi, je l'avais relu et il ne me plaisait plus. Alors je leur ai dit, non, je ne vais pas vous donner ça, j'ai autre chose que j'ai fait depuis, qui s'appelle La métamorphose des Cloportes. C'est le premier contrat d'Alphonse Boudard. D'ailleurs, il ne s'appelait pas encore Alphonse Boudard, d'ailleurs, il s'appelait... Non, il avait décidé de s'appeler Adolphe Boudard. Ah non, c'est eux, j'en avais dit Alphonse, et ils avaient marqué Adolphe. Alors je dis, là vraiment, là c'est pas le truc. Hein. Alors qu'est-ce qu'on lit là-dessus? Monsieur X. Alors on lit donc ce contrat d'édition entre Monsieur X. Voilà, Monsieur X, qui prend comme pseudonyme Adolphe Boudard, demeurant au château du Grand Lucé, dans la Sarthe. C'était un château, hein, c'était... Ah ben, quand j'ai vu l'ancien patron, M. Bourdet, il a vu le château, il dit, vous avez le temps d'écrire dans votre château? Mais je lui dis, on est 350 châtelains dans mon truc. Je n'étais pas tout seul comme noble là-dedans, on était 350. Et tous les poivreaux du coin, quoi. C'est ça là, quoi. Ouais. Alors, les droits d'auteur sont fixés à une somme de 2000 francs, nouveaux francs, bien sûr.
C'était pas beaucoup, surtout pour 3 livres. Mais probablement que le directeur littéraire de l'époque, ayant senti en Alphonse Boudard qu'il tenait une vedette, a pris la précaution de l'engager pour 3 romans, ce qui est un peu monnaie courante d'ailleurs dans l'édition, quand il s'agit de jeunes auteurs qu'un éditeur découvre. C'est Michel Tournier qui est venu me chercher avec une bagnole. Je ne connaissais pas, il travaillait là. Alors, il m'a amené, j'étais opéré 15 jours avant. On aurait dit que je trimballais un sac de sable. Et alors, j'ai signé le contrat. C'est là que j'ai fait connaissance du guet-bidon. Il m'a dit, voilà la dame qui s'occupe de promouvoir le livre auprès des libraires. J'ai dit, bon, c'est vraiment la personne la plus essentielle dans cette maison. On est devenus potes de cette façon. Et elle m'a dit un petit peu comment me diriger. Et alors, je ne savais rien. Elle m'a dit, il y a une dame qui est là, qui s'occupe de je ne sais quoi dans un bureau de la promotion. Il faut faire attention, elle est un peu dure de la feuille, il faudra crier. Puis tel autre en bas, bon, ça là c'est pour les services de presse. Alors je me suis gouré, j'ai été gueulé comme un veau dans le bureau d'une bonne femme. Il a dit qu'est-ce que c'est que cette énergumène. Alors il y avait à un moment donné un directeur littéraire qui était tout à fait étonnant ici. Il sortait d'une boîte comme ça, d'une autre époque. Il avait les cheveux à la Rudolph Valentino, mais il avait 70 piges, tu vois. Alors, il s'était éteint, les sourcils faits, col d'Astrakhan, il sortait là, il titubait un peu, il allait dans son bureau, il ronflait, puis de temps en temps il recevait un auteur, il disait mais votre dernier ouvrage, etc. Alors bon, je l'écoutais, moi je m'en foutais de ce qu'il pouvait dire, tu vois. Je demandais un chèque. Alors, toujours des histoires avec le chèque. Alors une fois il y a un auteur furieux qui est entré là, il ne voulait pas lui filer du pognon, il lui dit mais alors, l'insulte suprême. Il dit, allez vous faire enculer. Enfin, c'était pas un auteur de l'Académie française, je te signale. Et Rodit, bon, le monsieur en question lui a dit, écoutez, c'est une éventualité, mais ça ne nous avancerait pas beaucoup. Il y avait une sorte d'esprit comme ça, ce type. D'ailleurs, une fois, je me rappelle, il y avait un cocktail ici. J'étais arrivé, puis il me dit, il y a un cocktail pour un auteur allemand, qui fait partie du groupe des jeunes gens en colère. Alors il me dit, il n'est plus très jeune, ni très en colère, mais enfin, nous faisons avec. C'était ça le climat. Alors j'ai vu un mec de 60 piges qui avait publié des pages à moitié blanches, enfin, tu vois, le genre moderne, quoi. Ah oui, parce qu'il y a un chapitre qui m'est particulièrement sympathique pour moi, très précisément pour moi, c'est... très souvent, dans beaucoup de livres, on voit apparaître des critiques contre Froc Mouillé. Ah, Robe Grillée. Pardon. Non, mais Robe Grillée, non, mais parce que ça m'énervait un peu. Je sortais de mes machins, j'avais appris tout doucement à écrire, et puis je faisais ma petite cuisine, et puis alors je voyais des trucs qui faisaient des descriptions de tables, de téléphones, de clés, tout ça. Je me disais, c'est les grands romans, c'est ça qu'on traduit à l'étranger et tout. Là, je comprenais pas du tout. Ça c'est quelque chose qui m'échappe toujours. Là, il me semble qu'il y a une espèce d'énorme bluff. Alors, ça me faisait marrer de les gratigner, mais il n'en a rien à foutre. Il est traduit en 18 langues, il y a des chairs et tout va bien. Ouais. Alors, je l'ai jamais emmerdé, finalement. Parmi les animosités ou les agacements, je veux dire, est-ce que les critiques, ça a été aussi... Il y a une sorte de critique qui suit le mouvement. Il y a quand on leur dit Boudard, ils disent truculence, gna gna gna, ils ont un petit refrain, puis salut, hop, ils lisent pas d'ailleurs. Puisque quand j'ai publié le Beat qui s'appelait Les Matadors, j'ai eu un critique dans le Sud-Ouest qui a dit, j'ai reçu le merveilleux livre de Boudard sur la tauromachie, qui est tout à fait extraordinaire, etc. Alors ça, j'ai gardé ça dans mes pièces de musée, quand même. C'est chez Plon qu'ils n'avaient pas voulu que ça s'appelle Bleu Beat, parce que c'était oui, contraire au parce qu'à ce moment-là, alors là, Huguette a assisté à quelque chose, pour vous le dire. Le directeur littéraire disait, ce titre, n'est-ce pas alors avec son ton comme ça, il dit, bleu, ça c'est très bien, mais Beat, alors... ils ne mettront pas dans les vitrines. Alors maintenant, Monseigneur Lustiger, Bleu Beat, il met ça dans le catéchisme, il n'en a rien à foutre, tu comprends? C'était l'époque. La Métamorphose va devenir un film à succès. La cerise aura le prix Sainte-Beuve et Alphonse va publier une douzaine de livres en 20 ans. En 1977, le prix Renaudot vient couronner Les combattants du petit bonheur. Une œuvre dans la lignée de Rabelais, de Céline, de Marcel Aimé. De la Métamorphose à la fermeture, beaucoup d'éclat de rire. Mais beaucoup de travail aussi, le plus souvent la nuit, dans sa tanière près de la place Pigalle.
Vous écrivez comme ça? Ouais, j'écris comme ça. C'est-à-dire que j'ai eu l'habitude d'écrire un peu bricolo, tu vois. J'étais malade, j'écrivais couché sur une chaise de cure. Alors j'écrivais comme ça. Tous les écrivains que j'ai rencontrés, je dois dire qu'il y a une des choses qui m'intéresse le plus, c'est leur lutte avec le vocabulaire. C'est-à-dire que le vocabulaire, ça a une grande place, c'est intéressant. Vous les distillez, vos mots, vous les mitonnez. On a l'impression d'un espèce de cuisinier. C'est l'amour. Moi, c'est pas de la lutte, je baise avec le vocabulaire. C'est pas pareil. Vous savez, on vous colle une étiquette. Alors moi, c'est l'argot. Alors je ne m'en sépare pas. Je pourrais écrire tout un livre dans lequel il n'y aurait pas un mot d'argot. Il y a de l'argot. Une fois, après les combattants du Petit Bonheur, j'ai été discuter avec des lecteurs. C'est ces histoires imbéciles, on vous met devant des gens qui vous posent des questions, toujours en général. Idiote, alors il y a une bonne femme qui dit, mais votre livre est écrit en argot. Je lui dis, ah, mais on ne comprend pas, il y a de l'argot. Je lui dis, ben, dites-moi pourquoi, parce que j'essaie toujours, moi, de mettre le mot de telle façon que la vieille dame auvergnate puisse me comprendre. Alors il est dans un contexte qui fait qu'il est éclairé, et ça c'est une surveillance constante quand j'écris. Elle me dit, bah, je dis, prenez une page de mon livre, puis dites-moi. Elle dit, regardez là, il y a pandémonium, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, écoutez, vous écrivez à l'Académie française, ils vont vous dire ce que c'est. L'argot, c'est pas du tout une question de mots, c'est une certaine façon de voir, d'appréhender la vie, ça va beaucoup plus loin. Et c'est ça, en définitive. C'est en ce sens-là que je suis argotier, mais pas du tout parce que je dirais une paire de pompes au lieu de dire des souliers, quoi. C'est surtout cocasse. C'est ça qui doit être la première des choses. Ah, c'est ça. Moi, ce qui est important, vous voyez, je vais vous dire un truc, c'est que raconteur d'histoire, j'étais raconteur d'histoire d'abord oral, et puis j'aime bien faire marrer les gens. Je trouve que vous savez que c'était l'idée de Rabelais. Il s'était dit, à ce moment-là, ils n'avaient pas d'antibiotiques, ils n'avaient rien du tout, donc la seule chose à faire, c'est de faire marrer les mecs. C'est vrai, d'ailleurs, c'est très important. Alors ma mission, si vous voulez, mon message, c'est de faire marrer les gens, c'est tout. Je suis un clown. Il va même jusqu'à la farce, le gros rire, avec cette pièce, car Alphonse adore le théâtre. On a l'impression que vous jubilez à écrire. Vous savez... Oui, mais je suis un peu flemmard, alors je jubile pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments, j'en ai marre, je fais pas de livre, je fais autre chose. C'est ça qui m'a plu quand j'ai fait du cinéma, c'est que j'ai changé un peu, je suis passé à autre chose. Et avec des conflits, des salades infinies, mais c'est ça qui m'amuse aussi, c'est la vie. Utilisant son expérience personnelle, Alphonse Boudard va participer au scénario d'une dizaine de films pour Gabin, Simone Signoret, Delon et bien d'autres. Alphonse va connaître maintenant le plus fou, probablement, de tous les mondes qu'il a réussi à décrire jusqu'ici. Il le décrit dans un livre formidable qui s'appelle Cinoche. On a l'impression, Alphonse, que c'est vraiment d'un seul coup plus fou, vraiment pire que l'hôpital ou la prison. Je crois qu'au moment où j'ai commencé à faire du cinéma, ayant été dans des hôpitaux, j'avais donc été en présence de la mort, puis en présence de la solitude en étant en tôle, et ce que je ne connaissais pas, parce que je le connaissais sous la forme de maton abruti, c'est le pouvoir. Et là, j'ai vu, je sais ce que c'est que le pouvoir à travers les vedettes, les stars. Alors ça, c'est vrai que vous les voyez débutants, ils sont on ne peut plus gentils, vous mettez vos pompes à la lourde, ils vous les cirent, ils sont prêts à tout. Et puis au fur et à mesure qu'ils grossissent, alors ils deviennent, en général, je sais bien, il y a des exceptions, hein, mais ils deviennent des tyrans. Et il y en a certains, tout le monde est autour d'eux, on attend ce qu'ils vont dire, on change le texte, hein, et il est là, c'est la star, comme il pèse beaucoup de millions, c'est lui qui conditionne tout. J'avais fourni la base du film qui a donné Le Tatoué, mais il n'y a pas une ligne de moi dans le résultat. Je me suis donc retiré de cette affaire. Et alors, j'avais envoyé à Gabin le scénario que j'avais écrit, et à De Funès en même temps. Alors j'ai téléphoné à Gabin qui m'a dit « Ah, dis donc, t'as bien travaillé pour Louis. » Bon, boum. Et après j'ai téléphoné à Louis qui m'a dit « Mais alors, tout est pour Gabin. Là, je suis un clown blanc, je suis rien. » Alors à partir de ce moment-là, c'était fini. L'idée, c'était de ne pas faire rencontrer à égalité ces deux monstres. Il y avait eu des moments sublimes de Gabin de Funès dans La Traversée de Paris, mais De Funès était
un second rôle. Et dans Gentleman Debson. Alors là, ça va. Mais du jour où De Funès est devenu lui aussi une grande star, il est évident que c'est difficile d'être au pouvoir à deux, la cohabitation. Et on est gouverné par De Funès et Gabin, vous comprenez? Alors ça, c'est difficile. On n'en finit pas. J'ai eu... Alors là, il y a les propositions. Alors quand on commence à avoir un peu un nom, il y a un tas de zèbres qui vous font des propositions. Alors il y a un type qui un jour... Alors ça, je me rappelle, j'en ai eu d'extravagantes, mais celle-là est la plus belle. Alors, les films s'appelaient les films de l'air, l'apostrophe A-I-R. Siège social à Papeete, boîte postale à Courbevoie. Alors, le mec m'envoyait un scénario en me disant, voilà, est-ce que vous pouvez faire l'adaptation? Ça s'appelle La fiancée de Duguesclin. Bon. Alors, je lis les quelques pages qu'il avait rédigées péniblement, parce que alors là, il y a une bande d'analphabètes incroyable. Et alors, il se passait là-dedans, je me rappelle qu'un détail, je ne sais plus trop ce qu'elle foutait, cette fiancée de Duguesclin, mais enfin, quand Duguesclin, il était toujours au combat, Duguesclin. Alors, il avait son armure, il arrivait voir sa fiancée, et il avait une espèce, à hauteur de braguette, une espèce de tirette comme dans les poêles autrefois. Et alors là, toc, il faisait l'ouverture, il se faisait faire une turlute par la fiancée, et il refermait la tirette, et il partait tuer les Anglais. Alors alors quand je reçois des demandes de ce genre, je fais dire à mon agent de demander une somme fabuleuse. S'il me la donne, je fais La fiancée de Duguesclin, mais en général, jamais on me l'a donnée. Un vrai sujet pour Alphonse et un vrai travail d'historien à la recherche d'un temps révolu, n'est-ce pas? En commençant par un pèlerinage à la seule maison close encore intacte. Elle est restée dans l'état où elle était en 1946 au moment de la fermeture de Marthe Richard. Alors ça s'appelle l'Étoile Bleue, vous voyez là, voilà l'Étoile Bleue, là elle est au-dessus. C'était une maison d'assez bonne catégorie qui est à Tours et on avait fait un effort de décoration et venait le client, il s'installait dans cette salle, il était reçu par la sous-maîtresse dite Sous-Max, c'est-à-dire c'était la seconde de la maison, qui a une très grande importance, parce que c'était un peu l'adjudant de compagnie pour les filles qui étaient là, le serrer la vis, voilà. Et les clients attendaient là, mais dans cette maison, il y avait une particularité, alors tout de même très intéressante, c'est qu'il y avait une glace sans teint. Et la glace sans teint, c'était le lieu où se plaçaient les clients pour faire le choix. Derrière, il y avait le salon du choix, c'est-à-dire le lieu où il y avait les filles qui attendait d'être choisi par le monsieur qui disait « Bon, je veux la petite brune là à gauche, il y a une négresse, tiens, ça m'intéresserait, ou bien il y a la grosse blonde. » Alors là, il avait fait son choix. Alors, dans d'autres établissements, il y avait aussi la glace sans teint. Dans les chambres, glace sans teint qui était celle-là destinée aux voyeurs qui allaient regarder les ébats des autres. C'était une spécialité de certaines maisons. Enfin, pour vous montrer comment fonctionnait la glace sans teint, alors je vais passer de l'autre côté. Alors voilà, j'y suis, vous me voyez. Malheureusement, c'est moins intéressant que si c'était une de ces dames en porte-jartel, etc., la tenue adéquate pour ce genre d'établissement. Alors là, c'est le salon des dames, non? Alors là, c'est le salon des dames. Elles étaient assises sur des chaises, là, et elles attendaient. Il y en avait qui tricotaient, il y en avait qui lisaient, vous pouvez lire même la Bible, hein, vous savez, c'était pas interdit. Alors là, vous voyez, dans cette maison, qui était tout de même... une maison de luxe, alors il y a des fresques un peu coquines, là, avec des satyres, tout ça est très gentil. Alors, il y en a une, celle-là, alors là, vraiment, il faut que je vous cache un petit peu, parce qu'on aurait des problèmes, carré blanc, etc. Si un soir, t'as du vague à l'âme, ou ben que t'es en retard d'affection, va en maison, trouver ces dames, qu'elles savent donner de la distraction. Au salon, tu prends celle qui te plaît, il y a un tarif, comme dit madame, et puis c'est du boulot bien fait. Crois-moi mon loup, va chez ces dames.
dirais que ce sont des bonnes sœurs à l'envers. Elles sont prises par le système de la maison, exactement comme des filles étaient prises dans un couvent. C'est-à-dire que le jour où elles arrivent dans la maison, eh bien, elles couchent là, elles sont nourries, elles sont blanchies, elles sortent. Alors ici, par exemple, à l'Étoile Bleue, on raconte qu'elles sortaient en rang, de temps en temps, derrière la taulière. Et la soumac, la taulière, c'est la patronne, la soumac fermait la marche et on allait passer la visite médicale. Quel était leur recrutement Le recrutement, ça se passait de la façon suivante. Alors d'abord, elles étaient entre les mains. Alors là, il faut dire qu'on est dans l'univers complètement des macs. On appelle aujourd'hui proxénète. C'est-à-dire qu'un mac avait une fille et il voulait la placer en maison. Alors il allait dans une grande ville, nous allons prendre l'exemple de Paris, il allait dans certains bars qui étaient soit à Pigalle, soit à la Porte Saint-Denis, où il y avait des messieurs, là dans Ancien Mac aussi, qui étaient des placiers. Et le placier, selon le sujet qu'on lui présentait, selon l'âge, selon le physique de la nana, et il regardait dans son cahier, là, et il voyait qu'il avait une place, mettons, à l'Étoile Bleue, ici. Et alors là, il prenait contact avec le taulier de l'Étoile Bleue et on envoyait la fille à l'Étoile Bleue. Alors les niveaux d'établissement? On a les maisons de grand luxe. Alors là, par exemple, sur Paris, c'était le célèbre Chabanais qui avait été fréquenté, par exemple, par le prince de Galles dans les années 1900. Et puis, le 122, c'est-à-dire le 122 de la rue de Provence. Et à l'opposé? Alors à l'opposé, le plus bas. Alors le plus bas, c'est les tôles d'abattage les plus épouvantables, qui étaient du type du boulevard de la Chapelle, la fameuse maison qui après été d'ailleurs curieusement le siège de l'armée du salut. Alors là, c'était le lieu où les filles se faisaient 80, 100, voire 120 mecs dans la journée. Et puis alors, il y a vraiment le bout de la nuit de l'histoire. C'est un arabe avait monté, lui, son petit bordel au fond d'une cour à Clichy avec 3 chèvres. Et alors, il venait des mecs se faire les chèvres. Et un beau jour, d'ailleurs, la chèvre a filé une maladie, enfin, je crois sûrement une bléno, un client, et le client a été se plaindre chez les flics. Alors, problème pour les flics, le type, comment voulez-vous être proxénète de chèvre? Aujourd'hui, Brigitte Bardot s'occuperait de ça, il y aurait des histoires avec la SPA, tu vois. Mais là, alors, les flics, ils ont quand même fait tomber pour attentat à la pudeur. Puis les malheureuses bêtes, je sais pas ce qu'on en a fait. Un univers, avec des souvenirs cocasses, comme cet encrier que nous montre Romy, historien des maisons closes et roi des collectionneurs d'objets bizarres. Et d'autres témoignages bien plus inquiétants, tel ce petit guide rose des maisons, véritable annuaire des bordels de la grande époque. Contre cette organisation, une femme va se dresser. Marthe Richard, une espionne célèbre de la Première Guerre mondiale. À la fin de la seconde, elle ose défier le tout-puissant syndicat des tauliers, qui représente des centaines de maisons, du Chabanais à l'Étoile Bleue. Dans un article de la loi de 46, Marthe Richard avait glissé que tous les documents rapportant à la prostitution, cartes, inscriptions au registre des malades, etc., devaient être brûlés. Or, il y avait là, à la préfecture, un collectionneur qui se dit ce serait amusant d'en garder quelques-uns. Et il avait conservé justement un document rarissime, puisqu'ils ont presque tous été brûlés, qui est le récit de la jeunesse par la police de Nancy ou de Strasbourg, je crois que c'est de Nancy d'ailleurs, et le récit des premières arrestations de Marthe Richard pour prostitution dans la rue. Et Marthe Richard va attraper la syphilis et on l'a mise en carte. Et après, elle est venue à Paris, elle a épousé un monsieur très riche qui était mandataire au Halles, et il lui avait offert 2 automobiles et un aéroplane. Madame Marthe Richard? Mais alors, c'est vous, madame, qui publiez en ce moment vos mémoires d'espionne dans un grand journal de Paris? Oui, c'est moi. Et voici le petit-fils du fidèle compagnon qui m'a suivi pendant la guerre. Et elle a obtenu son brevet de pilote. Mais le reste, c'est nul, faux, archi-faux. C'est une mythomane qui a réussi à se faire passer pour une héroïne, mais tout est faux. Exemple,
La voici, incarnée par Edwige Feuillère, espionnant Éric von Stroheim dans Marthe Richard au service de la France, 1937. Elle est l'espionne parfaite qui réussit à rester pure. Mais est-ce bien vrai? Et elle pense à la France pendant qu'elle se fait tringler. L'âme de l'Alouette s'envole vers la Lorraine qui souffre, enfin, pendant que le monstre teuton est en train de se la faire. SVP, je pense qu'on peut passer à une autre question. Est-ce que pendant la Première Guerre mondiale, les espionnes étaient obligés d'user de leur charme pour obtenir des renseignements? Oh, ça a toujours été, même pas seulement dans la première. C'est l'Antiquité. Judith. Ça a toujours été. SVP. D'ailleurs. À moins que vous ayez une précision. Il me semble sur ce point. que la femme peut avoir beaucoup plus de renseignements qu'un homme. Parce qu'un homme, on peut toujours, dans un moment, par exemple, savoir ce que l'on veut. Même si ce... Bon, je n'insiste pas. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, elle libère le garage des autobus de la porte de Saint-Cloud. Ce brillant fait d'armes et son passé glorieux la font élire conseiller municipal de Paris. Et elle entame aussitôt une campagne contre les maisons closes, avec le soutien du MRP, le grand parti démocrate chrétien de l'époque. Alors voilà ce qu'il y avait. Il y avait de tout temps un syndicat qui s'appelait le syndicat des maîtres d'hôtel meublés de France et des colonies, qui était en réalité le syndicat des tauliers. Bon. Alors, ils se réunissaient de temps en temps, et quand un député, un sénateur, un conseiller municipal, un maire, etc., commençait une campagne abolitionniste pour essayer de faire fermer les maisons, on allait voir le monsieur en question, on lui glissait une enveloppe, soit pour refaire le toit de la cathédrale, soit pour la campagne électorale, etc. Le mec s'écrasait. Moi, j'ai cru, à un moment donné, que la Richard avait fait ça pour se faire graisser la patte. Et c'était vrai. Seulement, ce qui s'est produit, c'est qu'à ce moment-là, elle a placé la barre si haut auprès des tauliers, qui avaient déjà des impôts énormes, puisqu'ils arrivaient à atteindre 67% des bénéfices des maisons, qui étaient contrôlés par la police, contrôlés par les médecins, contrôlés partout. Ils se sont dit, faisons-nous harakiri, les hôtels meublés, les hôtels de passe sont suffisants. Et alors voilà, évidemment, la fin de tout, la transformation du 106 boulevard de la Chapelle en armée du salut. 3 jours après la fermeture, quelqu'un est venu écrire à la craie « Merde pour Marthe Richard ». Et en avril 46, un très, très riche tenancier de maison a prononcé quelques paroles. Il a dit: le sang français ne supportera pas une telle brimade. Les prostituées sont retournées dans la rue. Le 13 avril 1946, écrit Alphonse Boudard à la fin de son livre, on a tiré un trait sur une époque, mais les marchands d'amour sont toujours là. Il y a un trio, là. Il y a le julot, il y a la fille, et il y a les flics. Parce que ceux qui tirent profit de la prostitution, sur le plan du renseignement, ce sont les flics. Vous demandez à n'importe quel flic qui a vécu cette époque, il vous dira que le bordel était un endroit où on avait des renseignements très précis, très sérieux, et puis aussi à cette fixation de toutes les aberrations sexuelles qui peuvent traîner dans la ville, dans ces endroits. Bon, la fille, évidemment, l'idéal, c'est qu'elle se débarrasse du proxénète, mais bien souvent, elles vont elles-mêmes le chercher. Il faut dire que c'est un couple qui est soudé, on dirait, pour l'éternité. Là où il y a le pute, il y a le Mac. Où il y a certains mecs qui foutent rien, on trouve des putes. Il est loin, le temps des volets clos et des façades mystérieuses. C'est le Grand Neuf du boulevard Blanqui, boulevard Auguste Blanqui. Alors c'est un des bordels du 13e, il y en avait 2, il y en avait un derrière, rue Gérard. Et celui-là s'accorde avec des souvenirs personnels, parce que quand j'étais môme, j'allais à l'école à côté, rue du Moulin des Prés, alors on allait regarder à la fenêtre des bordels le matin, se disant on va voir quelque chose. En réalité, on voyait des draps, on voyait le ménage, on voyait des traversins, on voyait des oreillers, des couvertures. Et on racontait un peu des histoires aux copains, on disait on a vu des femmes à poil.
Une fascination pour les gamins du XIIIe, mais aussi pour Degas, Van Gogh, Lautrec et tant d'autres. Voilà où mène la lecture d'un livre de Boudard. Ce diable d'homme, au-delà des éclats de rire, des réflexions saugrenues, des descriptions les plus étonnantes, nous parle avec gravité de ce qui est le plus important. Et il continue. Il écrit en ce moment « Le professeur », encore une chronique de jeunesse. Enfin là, le héros, en l'occurrence c'est moi, il travaille dans une librairie et il y a la mère du libraire qui est une vieille comtesse, qui a 90 piges et tout, et qui vient de temps en temps voir la librairie. Elle ne fait rien d'autre, hein. Alors, je vous le situe là, c'est donc elle s'appelle Madame d'Angrenant. À la longue, j'ai bien remarqué que dans cette salope louffait ainsi, sans aucune retenue ni gêne, uniquement en ma présence. Je ne méritais pas davantage, ça dégageait des effluves pas ordinaires, déjà du macabre, des pets de cadavres. Là, dans la pénombre, parmi les œuvres, les choses de l'esprit, les Sénèques, Corneille, Vigny, Lamartine sur son lac, Nacure, la viotte Salingue. Elle dégage, se soulage, s'assoit ensuite et relève sa voilette pour mieux m'envisager, m'appréhender. Ça risque pas d'être triste, hein? Je ne veux pas que ce soit triste. D'ailleurs, le passage que je viens de vous lire m'amène véritablement à briguer l'esprit féminin. C'est quand même une vie tout à fait extraordinaire. Extraordinaire. Peut-être, oui. Enfin, pour un écrivain, oui. Ils ne sont pas dans les trucs où j'ai été, en général. Ah, c'est vrai. Merci, Alphonse Boudard. Merci de ce récit de votre vie. Merci de ne nous avoir rien caché. Et ça. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit.